Donc nous recevons la visite de Monsieur Denis Garçon, qui est venu spécialement à Paris dans nos studios, et qui est venu donc des environs de Béziers. Hein, Valros, à côté de Béziers. Voilà. Et qui nous a apporté son dernier livre, Technique des phases lunaires progressées, comprendre le présent, analyser le présent, le passé, entrevoir l'avenir. Voilà, donc effectivement, il s'agit d'une technique qui a déjà été développée par un certain nombre de chercheurs, qui consiste à, si j'ai bien compris, à regarder dans quel quartier des phases lunaires une personne se trouve à un moment donné. Voilà. Ce qui permet à la fois d'étudier le thème, mais de l'étudier dans un cadre qui est assez structuré, qui est celui de 4 fois 7 ans, en fait, puisqu'il relie les jours et les années. Voilà, donc on va discuter avec ce chercheur, Denis Garçon, dont on montrera le site ensuite. Donc finalement, Denis Garçon, vous avez, parce que vous êtes un innovateur par certains côtés, et par d'autres côtés, vous êtes très traditionnaliste. Hein. Tout à fait, oui, oui. Vous êtes innovateur innovateur si on peut dire, enfin vous êtes un petit peu décalé parce que vous êtes, c'est le cas de le dire, vous êtes sidéraliste, et donc il y a un décalage, et aussi parce que vous avez une technique qui vous est propre malgré tout, et qui est une technique prévisionnelle. Vous avez trouvé nécessaire d'apporter un cadre plus global à un système prévisionnel qui en général chez les astrologues est assez confus, effectivement, qui part un peu dans tous les sens. Oui. Donc vous avez voulu un petit peu trouver un axe, canaliser un peu toute cette énergie, en ayant une sorte de superstructure qui recouvre, qui coiffe l'ensemble. Tout à fait, c'est ça. Donc ça, mais d'un autre côté, Monsieur Garçon, il faut bien reconnaître que vous avez gardé beaucoup de choses de l'astrologie. Oui. C'est simplement une sorte de système qui coiffe tout ça, mais globalement, les maisons, c'est les maisons, les planètes, c'est les planètes, les aspects, c'est les aspects. Tout à fait. Donc à la fois, il y a des choses qui sont un peu déroutantes, mais à la fois, il y a aussi des choses qui correspondent aux pratiques de la plupart des astrologues. Oui, oui. Tout à fait. Alors, vous m'avez dit de manière assez étonnante que certaines pistes de recherche en astrologie vous étaient données par la méditation. Cette technique en particulier m'a été montrée au cours d'une méditation, effectivement, il y a une dizaine d'années, et j'en étais surpris parce que ce n'était pas ma recherche du moment. Mais à partir du moment où elle m'a été montrée, et de même qu'on insistait sur le mot sidéral, bon, je me suis intéressé à cette technique. J'étais déjà astrologue depuis 10 ans. Vous avez commencé donc à la vingtaine, J'ai commencé à étudier en 90, donc j'avais 24 ans. Et donc pendant 10 ans, j'ai utilisé les techniques qui étaient issues d'Alan Leo, de Rottweiler, et puis de voilà, donc là on le voit, donc plutôt une astrologie anglaise, si vous voulez. Oui, voilà, Alan Leo, je connais bien Alan Leo, effectivement. Rottweiler, bon, on connaît aussi, c'est quelqu'un d'assez connu. Il a été connu en France, il est surtout... Dans les années 30. Oui, voilà, 30, il était à Tunis. Il avait la revue Astrosophie. Il avait créé, je crois, l'Institut astrologique de Carthage. Voilà, de Carthage, à côté de Tunis. Et puis après, il s'est installé dans le sud-est, du côté de Nice, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et alors, il a effectivement il a formé des gens, comme cette dame, plusieurs personnes, donc Richard Muller, qui s'était installé donc près de Cahors, c'est ça? Elle s'était installée... Mais alors, vous étiez à Cahors à l'époque? À côté de Cahors, à Puy-l'Évêque. Non, moi j'étais à Paris à l'époque. Et j'étais dans une autre profession qui n'avait rien à voir. Comment vous étiez rentré en contact avec elle alors? J'étais rentré en contact avec elle 5 ans auparavant, parce que j'habitais dans la région toulousaine, et à l'occasion d'une première demande astrologique pour une orientation professionnelle. D'accord. Et elle m'a conseillé à ce niveau-là. Alors quelle est la substance de l'enseignement de Rottweiler, qui est quand même un grand personnage
Vous pouvez me dire en quelques mots qu'est-ce qui fait son enseignement à la fois le fond d'astrologie d'Alan Leo, astrologie ésotérique, astrologie anglaise, donc la tradition, je dirais, normale, entre guillemets, classique de l'astrologie, auquel Francis... je ne sais pas si vous connaissez ces petits livres. Auquel Francis Rohlwiller a rajouté toute sa recherche personnelle, je dirais, religieuse, il a eu une formation de pasteur, de révérend aux États-Unis. Donc il a eu à la fois le côté astrologique et à la fois le côté recherche spirituelle. Oui. Voilà, qu'il a associé, donc qu'il a développé. C'était quelqu'un qui s'intéressait pas mal aussi à l'astrologie mondiale. Oui. Et à tout l'aspect philosophique. Il était aussi docteur en philosophie, je crois, des États-Unis. Donc il a fait plusieurs ouvrages, à la fois d'astrologie, à la fois c'était plutôt d'études philosophiques. C'était des livres, mais c'était malheureusement des livres qui étaient un peu artisanaux. C'est-à-dire c'était plutôt sous forme de renéotypé. Enfin, ça n'a pas été imprimé de façon... C'était un petit... Bon, et donc ils n'ont pas été très bien conservés, en fait, ces livres. Voilà, après je ne sais pas si vous les avez vous-même. Les exemplaires, moi j'ai quelques exemplaires, mais très peu. C'est effectivement des photocopies parce que je ne sais pas oui, c'est des renéotés. Enfin, c'est un système assez... il n'a jamais cherché ou il n'a jamais réussi à les faire publier, par exemple chez Voldine, par exemple. Voilà, je sais qu'il était connu sur Paris parce qu'il était conseillé par la librairie des éditions traditionnelles à l'époque. C'est par là que ma prof d'astro a connu... dans les années 40, hein, si. Non, c'était l'édition Chacornac. C'est possible. L'édition traditionnelle, c'est un nom qui est arrivé beaucoup plus tard. Oui. Mais c'était effectivement, il était recommandé par Chacornac. Voilà. Et alors, sa revue, par contre, était bien présentée, sa revue. Astrosophie. Oui, j'en ai entendu parler. Vous n'avez jamais eu entre les mains. On en a une collection, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Peut-être, j'en ai eu un ou deux entre les mains, mais je ne les ai pas, non, je les ai simplement consultés. Bon, donc revenons à votre parcours. Donc, qu'est-ce que c'est que cette sorte de méditation? Il y a une méditation où vous pouvez éventuellement recevoir des conseils ou des pistes. Vous entendez une voix, vous êtes un peu médium quelque part? Non, ça a été visuel. C'est comme un rêve. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme un rêve. Quand vous rêvez, d'où vient l'image? Elle vient bien de quelque part. Bon, on peut avoir aussi des visions en étant éveillé, et on peut avoir pareil des visions. Alors, comment s'est manifestée cette moi, je vous dirais franchement, je suis assez favorable au sidéralisme, donc je n'ai pas d'hostilité. Mais je ne mets pas cette vision en rapport avec le sidéralisme. Il m'a été dit au cours de cette vision sidérale, il y avait le mot qui était là. Et cette vision est toute simple. J'ai vu un ciel, et puis j'ai vu que ce ciel il s'est déployé en 4 ciels. Et on m'indiquait que c'était les phases lunaires. Voilà, c'est ça. Les phases lunaires progressées. Donc vous avez une vision qui vous a dit, vous avez les deux informations en même temps. Voilà. À la fois, il faut tenir compte des étoiles, à la fois, il faut tenir compte des phases lunaires. Des phases lunaires progressées. Et c'est de ce jour-là où j'ai commencé à m'intéresser, et puis à m'intéresser à cette technique. Et le message aussi faisait partie du message, que c'était une période, ces phases lunaires. Ça représentait 7 ans environ, 7 ans et demi. Donc c'était aussi... Ça a aussi son importance, puisque dans les phases lunaires que je vous ai montrées, on voit bien que, par exemple, une phase lunaire de 2003 peut encore avoir une influence en 2007, en 2008, en 2009, jusqu'à la phase lunaire suivante. Oui, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Oui. C'est comme une révolution Oui, qui a lieu tous les 7 ans. Voilà, oui. C'est comme une grosse révolution donc ça solaire. Permet quand même si vous voulez, d'organiser sa prévision astrologique sur une période relativement plus longue que l'année. Et oui, tout à fait. C'est quand même un peu souhaitable parce qu'effectivement... Et c'est ça, et cette technique, elle change le regard de l'astrologue sur la vie du consultant, sur notre vie même, parce que ce ciel, il symbolise étonnamment ce que nous vivons à un moment donné.
et il le symbolise mieux, je trouve, Ou ce que nous allons vivre. ou ce que nous allons vivre. Parce que ça dépend à quel moment nous sommes. Si nous sommes au début de cette nouvelle phase, Oui, oui, oui. c'est une ouverture. Si c'est déjà passé, Si c'est au début... c'est pour ça que vous écrivez dans votre thème comprendre le présent, analyser le passé. Parce qu'effectivement, si quelqu'un vient vous voir et qu'il est en milieu de phase, Il n'a pas forcément il a à la vécu. fois une partie passée, Oui. une partie présente Tout et à puis une fait. partie à venir. Tout à fait, voilà. Donc Et- là, c'est intéressant parce que vous oui. pouvez déjà couvrir à la fois où il en est, et puis bon, ça ne vous empêche pas de revenir à la phase précédente. Bien sûr, la phase précédente, souvent, elle explique la phase actuelle. Oui. Donc, rien qu'en montant ces deux ciels, vous avez déjà 14 ans sous les yeux. Mais le problème, si vous voulez, moi qui suis assez familier à ce genre de choses, le problème c'est que vous avez effectivement, bon, restons à 7 ans, mais 14 ans pourquoi pas, en effet, vous avez raison. Le problème c'est que une fois que vous avez établi ce cadre, après, ben, malgré tout, il va falloir gérer toutes ces planètes qui sont dans le thème, toutes ces planètes qui transitent, et donc on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, mais On limite les dégâts, on on en sort plus facilement Oui, que si vous avez Oui. 7 révolutions solaires à éplucher je vous l'accorde. avec le ciel natal. Oui, Tandis que d'accord. là, pour les 7 ans et demi, vous avez certes les deux ciels, mais c'est comme pour aussi une révolution solaire. La planète qui est dans la phase lunaire, elle a une signification à la fois dans la phase lunaire, et elle garde aussi les significations qu'elle prend du natal. Mais l'inconvénient, je me fais un peu l'avocat du diable, l'inconvénient pour les partisans, aux yeux des partisans de l'astrologie, l'astrologie de la révolution solaire, c'est que les éléments que vous avez dans le thème, ils sont valables sur 7 ans. Et donc par conséquent, on ne sait pas sur quelle année ça va tomber. Enfin, pas tout de suite. Imaginons Oui. par exemple que si je fais une révolution solaire, tout ce qui va être dans la révolution solaire sera pour l'année en question. Oui. Donc on sait à peu près où on en est. Mais en revanche, si c'est sur 7 ans, il va falloir faire de nouveaux calculs pour savoir Non. quelle est l'année qui va tomber. Non, il n'y a pas... Enfin, il va y avoir des travaux supplémentaires. Il va falloir savoir quelle est l'année qui va être touchée. Il n'y a pas de nouveau calcul à faire, il y a juste un ciel à monter. Et Ah oui, l'intérêt d'accord. de ce ciel, c'est que il vous donne une période temporelle, environ 7 ans, et dans cette période, il vous indique des événements possibles. Voilà. Si vous, Et après, il faudra si préciser. vous avez un Mars en maison 10, il peut y avoir une rupture professionnelle Au cours de ces 7 années. au cours de ces 7 années. Oui. À partir du moment où vous allez voir des directions secondaires qui vont commencer à jouer avec le mi-ciel ou le maître de maison 10, vous pouvez mettre en rapport ce Mars en maison 10 avec les directions qui seront là. Ce sera déjà, ça va attirer déjà le regard de Non, mais je l'astrologue. crois que vous avez raison, monsieur ça, Garçon, vous avez raison. Ça donne déjà un premier aperçu Oui, voilà, c'est ça. qu'on n'aurait pas eu autrement. Voilà. Donc un premier aperçu qui est quand même très utile. Et après, on remet en perspective les choses Voilà. comme on le ferait en astrologie traditionnelle. Voilà, disons que la phase lunaire progressée, elle devient, comme vous le disiez au départ, l'armature de l'analyse. Oui. C'est ça qui est C'est ça. étonnant. Voilà. Et après, ça devient, je dirais pas un jeu d'enfant, mais ça devient plus facile de prendre en main Oui. les révolutions solaires et les directions secondaires qui arrivent ou les transits. Oui, C'est ça l'intérêt oui. de cette technique, c'est que d'un coup d'œil, l'astrologue, il sait où il en est son On compte. peut baliser quand même Voilà, globalement il la vie de la sait- personne. Il sait où en À la est limite, son entre 3 ou 4, Voilà. en 4 fois, vous avez, en 4 fois 7 ans, vous 30 avez ans. déjà 30 ans. Eh Oui. oui, eh oui, c'est Et ça, qui c'est est- vrai que ça manque beaucoup à l'astrologie Et actuelle. ça manque beaucoup à l'astrologie actuelle, et on n'imagine pas, quelque part, c'est un peu la puissance de cette technique, parce que les horaires des phases lunaires, elles varient. Les horaires des moments de phase lunaire varient, et quand cet horaire varie, ça veut dire que le mi-ciel il sera complètement différent, ça veut dire que la personne, elle peut passer d'une ambiance à une autre ambiance qui sera très différente. Alors justement, à C'est ce ça. sujet, chaque phase lunaire donne une ambiance qui va valoir pendant les 7 ans. On peut dire par exemple à la personne, les 7 ans qui viennent ou dans lesquels vous êtes, voilà l'ambiance générale. Oui. Mais cette ambiance, comment vous la déterminez? Par l'ascendant? Parce que l'ambiance, quand il y a énormément de choses dans le thème, comment peut-on déterminer l'ambiance? L'ambiance, ça sera quoi? Ça sera telle maison en particulier, tel signe en particulier, telle planète en particulier? Qu'est-ce qui va donner le ton général de l'ambiance des 7 années concernées? L'ambiance,
elle va être... C'est à l'astronaute de capter ça, mais Bien sûr. finalement, c'est pas si simple. C'est bien sûr. À moins que vous mettiez l'accent sur un facteur particulier qui va Non, donner le là. c'est l'ensemble des facteurs. C'est Voilà. vrai que c'est au fur et à mesure que l'on utilise cette technique Oui. qu'on en voit la richesse. Mais un facteur tout simple, c'est déjà le positionnement Soleil et Lune qui va donner Position Soleil et l'ambiance. Lune en signe, en quoi? Ou En signe, en maison. J'ai par exemple Oui, c'est ça. une cliente là Voilà. qui s'interroge sur sa profession, qui s'interroge sur son couple. Il se trouve que Soleil et Lune y font carré. Le Soleil, il est en maison 8 et la Lune, elle est en maison 11. Donc il y a une ambiance qui dit déjà un souhait de possible Et ça donnerait transformation. vraiment, c'est ça donnerait la tonalité des 7 années, carrément. Déjà, ça donne la tonalité, effectivement, de cette période de 7 ans. Ça ne veut pas dire que tous les changements vont venir, vont se concrétiser, mais en tout cas, ça veut dire qu'au cours de cette période, elle va penser à changer de profession, Ouais. peut-être de compagnon. Voilà. Et donc ça, après, on le regarde par la progression de la Lune. Pour revenir un petit peu à la notion de sidéralisme, quels sont les avantages d'appliquer votre méthode sur la base sidéraliste et non plus sur la base tropicaliste? Et comme je vous le montrais tout à l'heure pour le ciel, Oui. eh bien, Là, par exemple, quand vous m'avez montré tout à l'heure les ciels de Strauss-Kahn ou de Alliomarie, eh bien, c'était en sidéraliste. oui, voilà. Si vous ne le faites pas en sidéral, je trouve que Oui. vous perdez des informations. Parce que le par sidéralisme ne exemple, change pas forcément. le ciel ne change pas, mais par exemple pour Madame Alliomarie, la conjonction de Saturne-Pluton au Cancer à l'étranger, qui parle bien d'une Terre à Ouais. l'étranger Ouais. qui a Ça, c'est son thème natal ou c'est son thème de lunaison? ça, c'est son thème de Parce qu'en de réalité, lunaison. excusez-moi de vous interrompre, en réalité, on ne s'intéresse pas tellement au thème natal, en fin de compte. On s'y intéresse quand même, Mais puisque... pas tant que ça. ben, Ça on devient un s'y- nouveau thème natal, en quelque sorte. C'est un peu un nouveau thème natal pour la période des 7 ans, c'est ce que j'explique dans le livre. Il y a à la fois les deux, c'est à la fois un nouveau thème et c'est à la fois un thème progressé en quelque sorte, où l'on prend quand même les significations natales des planètes. Hein. Donc on joue avec les deux. Pour Madame Alliomarie, si vous le passez en tropical, vous perdez Saturne en Cancer. Donc le lien des parents à la Terre, à l'étranger. Saturne, il passe aux Gémeaux. Oui. Par exemple, pour M. Strauss-Kahn, si vous le passez en tropical, le Mars qui est en maison 9 au Taureau, c'est-à-dire la position de chef à l'étranger dans un secteur financier, Oui. il passe au Bélier. On perd l'élément financier. Oui. Vous voyez, à chaque fois, maintenant, certains pensent que l'on peut le retrouver d'un côté ou d'un autre. C'est quand même difficile, je trouve, et je trouve qu'on est quand même beaucoup plus vite sur les voies véritables Oui. qui correspondent Oui. à ce que vivent les gens en utilisant le zodiaque sidéral, que j'utilise le zodiaque Lahiri, hein, je n'ai pas un zodiaque sidéral, je dirais, Donc il y a un décalage à peu près de 24 particulier. degrés. Voilà, actuellement un décalage d'environ 24 degrés. Attendez, je voudrais quand même... excusez-moi, donc c'est... Il serait en Gémeaux, en fait, effectivement. Oui. Oui. Parce que soit on recule la planète, Oui, oui. soit on avance le signe. Et Oui, des oui. fois, on se... Donc, pour Strauss-Kahn, il ne serait pas en Taureau, il serait en Gémeaux. Oui. Mais on perd quand même l'information, Oui. une information essentielle, l'élément financier. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à force de jouer sidéral tropical, on s'y perd un peu. Pour donner un autre exemple, dans mon ciel de naissance, en zodiaque tropical, mon Mars est au Bélier. Oui. Donc il est en dignité et il n'y a, Autrement, il serait en poisson. que cette planète en dignité. En zodiaque sidéral, le Mars il est au Poisson et c'est Saturne. En zodiaque tropical. Ah oui. En zodiaque sidéral, le Mars il passe au Poisson. Oui. Voilà. Et par contre, c'est le Saturne qui était au Poisson qui passe au Verseau.
pour vous dire, ce ne sont pas les mêmes dignités, ce n'est pas la même équation. Oui, donc je disais tout à l'heure, quand vous acceptez la tradition astronomique, vous acceptez également, en effet, les domiciles des planètes. Oui. Bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a parmi les réformateurs, il y a ceux qui réforment certaines choses, et qui en gardent d'autres, et puis vous êtes vous êtes un petit peu entre les deux. Oui. Non, j'utilise les 10 planètes, hein, Pluton, Neptune, Uranus aussi. Oui. Mais cette technique, elle peut être utilisée avec différentes techniques. Oui. Ceux qui utilisent simplement les planètes médiévales. Alors donc Rottweiler, lui, il n'avait pas du tout suggéré ce genre de démarche. Non. Donc vous avez pris votre propre autonomie dans ce niveau-là. Oui. Mais vous connaissez un peu les travaux quand même de Rudyard, par exemple, sur ces sujets, sur les lunaisons. Sur le cycle de la lunaison, je le cite dans Alors qu'est-ce qui vous distingue de ce travail de Ruperti, de Rudyard Eh bien, eux s'intéressent et travaillent à partir essentiellement des cycles de la lunaison progressée, c'est-à-dire qu'ils étudient le cycle Soleil-Lune dans le ciel de naissance, mais ils ne montrent pas les ciels de phase lunaire progressée de premier quart de lune, de pleine lune, de dernier quart de lune. Bien qu'ils aient quand même une façon de diviser, je crois, en 8 la lunaison, et ils essaient de voir quand vous êtes né en quart ceci ou en quart cela, ça correspond à une typologie différente. C'est l'analyse qui reste encore sur le cycle de la phase lunaire progressée. Oui. Et donc moi je travaille sur les ciels de phase lunaire progressée que je recommande en sidéral. Donc Dan Rudyard, il mentionne simplement à un moment que certains astrologues montent les thèmes de nouvelle lune. Voilà. Oui. Bon, moi je monte les 4 périodes qui constituent 7 ans et demi. A contrario, je ne monte pas par exemple la lune balsamique ou des... Oui, redivise encore voilà, en plus. Voilà. Oui. Je monte que les 4 ciels, je trouve que c'est suffisant. Et c'est une démarche qui est très riche en fait. Il y a des personnes, par exemple, qui ont connu la célébrité en dernier quart de lune. Pour vous donner un exemple de... En dernier quart de lune, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi, dans votre langage, en dernier quart de lune? En dernier quart de lune, en fin de période soleil-lune, où dernier quart de lune, ça veut dire au bout de 30 ans. Attends, parce que je ne suis pas encore très habitué à votre... Dans la dernière période du cycle soleil-lune, dans les derniers 90 degrés, qui théoriquement n'est pas forcément la période la plus pointée pour connaître une mise en lumière, puisque la lune est faiblie. Donc la lumière faiblit. Et oui, elle arrive presque à la nouvelle lune en fait. Voilà, le docteur Elisabeth Kubler-Ross est devenue célèbre en dernier quart de lune. Oui. Attendez, on va essayer de mieux comprendre cette expression. Premier quart de lune. Premier quart de lune. Alors premièrement, on a dit tout à l'heure, avant l'entretien, on a dit qu'on pouvait très bien être né en dernier quart de lune en fait. Bien sûr. Oui. Tout dépend de l'analyse. Bon, donc on peut être né au moment où par exemple, la Lune est en train de redémarrer un nouveau cycle, en quelque sorte, donc elle est à la fin d'un cycle. Donc le prochain quart de Lune, il aura lieu 3-4 ans après, par exemple. Bon. Mais si on est né en pleine Lune, on arrivera à une nouvelle Lune qu'au bout de 15 ans. Et oui, tout à fait. Alors, donnez-nous un petit peu le climat, parce qu'apparemment vous attachez l'importance à ça. C'est pas la même chose d'être en premier quart de lune, en deuxième quart de lune, en troisième quart de lune, en quatrième quart de lune. Mais ça, c'est l'analyse de Dan Rudyard. Alors, pouvez-nous dire rapidement qu'est-ce qui caractérise les 4 quarts de lune? Alors, si je suis dans mon deuxième quart de lune, qu'est-ce que ça veut dire? En dehors même de la configuration astrale par ailleurs. Quelle est la tonalité dominante qui va être propre à ce quart de lune? Si vous voulez, je n'ai pas refait l'analyse du cycle de la lunaison de Dan Rudyard. Donc vous la reprenez telle quelle? Là, je n'y change rien. Vous pouvez nous la rappeler quand même. Ça fait partie de l'école humaniste, en fait, qui analyse effectivement la position natale Soleil-Lune en fonction des 8 étapes du cycle Soleil-Lune. Moi, je m'intéresse à ce cycle uniquement à travers les ciels de phase lunaire progressée, et je n'accorde pas forcément une
une importance à ce que la personne soit née en premier quart ou en dernier quart. Je vais noter simplement l'aspect Soleil-Lune comme tout astrologue. Je vais aller chercher un petit peu les significations liées à ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que va vivre la personne. Comment elle va le vivre. Et ça, c'est inscrit par le ciel. Donc en fin de compte, c'est pas très important qu'on soit en premier, deuxième ou troisième quart de lune. C'est important, si vous faites le thème natal de quelqu'un, d'aller chercher ces significations-là, parce qu'elles vont décrire la personne. Ah oui, d'accord. Donc ça, vous l'intégrez quand même dans votre analyse pour le thème natal. Mais après, pour aller chercher ce que vit la personne, comment elle le vit, c'est les ciels de phase lunaire progressée qui sont indiqués et qui vont concentrer, synthétiser l'ensemble de ce qui sera vécu au cours de ces 7 années et qui vont permettre quelque part d'architecturer l'ensemble des autres données, que ce soit les révolutions solaires, les thèmes annuels progressés, les directions secondaires et les transits, ou les directions symboliques. Oui. Voyez. Enfin, disons que j'ai bien compris cette orientation générale. Bon, moi je trouve que, le reproche que je vous ferai, c'est que malgré tout, vous auriez peut-être pu un peu élaguer la tradition astrologique. En fin de compte, on a l'impression que vous avez apporté en effet un contrepoids à une certaine forme d'anarchie de la démarche astrologique, tout ce qui va un peu dans tous les sens. Mais malgré tout, il faut quand même il n'y a que l'astrologue qui peut comprendre tout ça en fin de compte. Si on n'est pas astrologue, on ne peut pas travailler. Ça n'est pas, le grand public ne peut pas utiliser ce genre de méthode. C'est trop compliqué pour lui. Cette technique, elle s'adresse aux astrologues et aux étudiants en astrologie. Non, mais je veux dire que ça n'est pas. Non, parce que nous, on a un débat à ce sujet. Après, pour le grand public, j'ai choisi des personnages qui peuvent l'intéresser. Voilà. Mais j'ai fait corriger ce livre par des personnes qui ne sont pas astrologues. Voilà. Qui ont réussi à le lire. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais malgré tout, ça donne des points de repère, ça donne un exemple aussi de ce que l'on peut faire aussi. Oui, je comprends, bien sûr, voilà. Monsieur. Oui. C'est pas un livre, c'est un livre technique, mais c'est un livre qui peut être lu. Qui peut être lu, qui peut être agréable à lire, bien probablement. L'intérêt de ce livre aussi, il y a beaucoup de biographies. C'est de démontrer, la chose. Ce livre, il est fait avec deux matériaux, le matériel biographique qui est matérialisé par toutes les citations de livres de biographie et qui est immédiatement suivi par le fait astrologique bien sûr. de la phase lunaire, du ciel de naissance, et qui sont mis tout de suite en lien. Donc on n'avance pas. Il y a des illustrations. Voilà, mais il y a une ou deux illustrations. Non, je dirais, ça illustre votre pensée. Donc c'est pas. Non, c'est formateur, c'est très formateur. C'est pas un livre théorique. Non, c'est formateur pour les gens qui veulent améliorer leur performance en astrologie. Très pratique. Voilà. Ouais. Mais effectivement, je vais vous poser une question donc un petit peu à côté, mais le public. Bon, premièrement, vous donnez des consultations, je ne sais pas. Oui, je donne des consultations. Quand vous donnez des consultations, qu'est-ce que comprend le client? Vous lui traduisez en langage, dans son langue à lui, quelque part. Bien sûr, je lui traduis dans son langage à lui. Et quand il a terminé la consultation, il n'est pas plus calé en astrologie qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas pour autant ce savoir. Non, sauf si c'est un astrologue ou quelqu'un qui étudie l'astrologie qui me demande une consultation. Auquel cas, la consultation va être aussi un petit peu un cours avec cette technique. Voilà, parce que la personne s'y intéresse. Et bon, comme je le sais, je lui donne les éléments qui me permettent. Mais vous ne penseriez pas, monsieur Garçon, je sais pas, j'essaie de vous brancher sur un sujet qui m'intéresse, vous ne penseriez pas qu'on pourrait peut-être présenter au public une forme d'astrologie plus simplifiée, comme, bon, il y a les 12 signes zodiacaux donc des journaux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, je sors un peu de votre travail là, mais puisque vous êtes un esprit imaginatif et créatif, quel genre d'astrologie, si vous deviez prendre quelqu'un qui n'est pas astrologue, est-ce que vous pourriez lui proposer une forme d'astrologie simplifiée en quelque sorte, où il n'aurait pas besoin de faire la synthèse entre les domiciles, les aspects ceci, les trucs cela. Enfin, pour un enseignement, vous voulez dire? Pour un usage, disons, grand public,
Grand public, c'est-à-dire le grand public, par exemple, au niveau prévisionnel, bon, je vais prendre un exemple, vous pourriez par exemple dire, voilà, bon, écoutez, moi j'ai un système de... Par exemple, d'abord, premièrement, vous avez dit tout à l'heure que Rockefeller faisait l'astrologie mondiale, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce qu'il y a des cycles, est-ce que votre système, il peut s'appliquer en dehors d'un cas d'une personne particulière, au niveau d'un pays, au niveau du monde? Je n'ai pas encore testé les phases lunaires progressées pour les pays. Je les ai un peu testés par rapport aux professions un tout petit peu, et je trouve ça très intéressant. Par exemple, je donne l'exemple de Berthe Morisot, où l'on voit qu'entre deux phases lunaires, eh ben, grosso modo, sa peinture, elle va évoluer. Ah oui? Elle passe notamment du classicisme à l'impressionnisme. Vous l'avez au début, Berthe Morisot. Mhm. Et ces deux phases lunaires, quelque part, elles parlent aussi de l'évolution de l'expression de l'être, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau thérapeutique, au niveau politique. Donc vous avez une psychologie en mouvement. Eh oui. Ça c'est intéressant, ça. C'est une technique qui est... C'est pour ça que le thème natal, vous n'êtes pas totalement dépendant du thème natal, vous essayez de le faire avancer. On en est dépendant. Vous faites progresser. On en est dépendant, mais les ciels de phase lunaire progressée, ils nous font avancer le thème natal. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez... un astrologue qui s'intéresse aux peintres, eh bien, il peut très bien monter les différentes phases lunaires des peintres qu'il aime, et il verra, quelque part, il va découvrir l'évolution de la peinture de ces peintres. C'est ça qui est assez... Alors, il va la découvrir comment? Alors il va découvrir que quand il a changé de quartier, de lune, par exemple, son style pictural va évoluer, c'est ça? Par exemple, pour Berthe Morisot, je crois que ses ciels de phase lunaire changent vers fin 1873 ou 1874. Dans le premier quart de lune, voilà, ça va de 1863 à 1870. Donc dans ce premier quart de lune, elle a Jupiter à l'ascendant. Jupiter, c'est le classicisme. C'est les écoles de beaux-arts. C'est tous les lieux où l'art, il est reconnu, où il est encensé, où il a des composantes bien précises, auxquelles il ne faut pas déroger. Par exemple, à l'époque, il était inconcevable d'aller peindre à l'extérieur, une rivière, bon, chose toute simple, quoi. Mais oui. Voilà, ça répondait à un certain cadre jupitérien. Voilà. Dans la phase lunaire qui suit, elle n'a plus Jupiter à l'ascendant, mais elle a notamment Uranus qui fait carré à Jupiter. Donc, elle prend là une autonomie, une indépendance qui va venir contrecarrer ce Jupiter. Elle n'est plus représentante de Jupiter, elle devient représentante d'Uranus, de l'indépendance, et c'est au cours de cette période que va être créée la première réunion des impressionnistes. Donc son cas personnel est représentatif de ce qui se passe à son époque, en fait. Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, on pourrait imaginer que chez tel et tel autre impressionniste, il n'y a pas cette configuration. Je pense qu'il y en aura une autre, mais il sera intéressant de monter pour l'ensemble des peintres. C'est ça que je vous dis, c'est que les ciels de phase lunaire, ils nous montrent l'évolution de l'expression de l'être à un moment donné, qu'elle soit dans un domaine ou dans un autre. Oui, mais enfin, ce qui est un petit peu dérangeant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ça c'est un défaut qui est propre à l'approche du thème natal, c'est qu'on a toujours tendance à reconstruire le monde autour de la personne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, puisque dans les maisons elles-mêmes renvoient à l'environnement, donc en quelque sorte, tout le monde est fonction du thème. Mais malheureusement, comme chacun a son propre thème, ça peut donner des descriptions du monde complètement contradictoires. Ah oui, oui, oui. Si on prend une personne, ça va, mais si on en prend 3 ou 4, on s'aperçoit que, bon, on a l'impression qu'on ne parle pas du même monde. On parle du même monde. Je l'ai montré là dans une conférence dernièrement en montrant les ciels d'Édith Piaf.
et de 2 autres personnes qui sont nées à quelques jours d'intervalle avec Edith Piaf. Et j'ai monté les phases lunaires de ces 3 personnes très différentes, et on s'aperçoit que quelque part les ciels de phase lunaire progressée dans leur milieu respectif donnent des résultats similaires. C'est notamment le ciel pour Edith Piaf je crois que je l'ai ici. Non, mais ça, c'est que des gens nés à peu près au même moment et des situations similaires, ça c'est une autre affaire. Mais je veux dire que des gens qui vivent dans le même métier, dans la même profession, mais qui ne sont pas forcément nés au même moment, vous dites qu'effectivement, dans le thème de Morisot, le fait qu'il y ait Uranus bien placé en maison 1 veut dire que carré à Jupiter à cette époque-là, il y a justement des choses qui vont dans ce sens-là. Oui. Ça n'est pas uniquement en fonction de son propre thème. Parce que c'est la société elle-même qui évolue. Alors justement, vous n'avez apparemment pas d'outils pour étudier l'évolution de la société. C'est un outil aussi pour étudier l'évolution de la société. Non, puisque c'est un outil qui est fonction du thème de cette personne. Mais là, on le prend uniquement par rapport à la peinture, mais dans cette phase lunaire-là, Berthe Morisot, elle a Neptune à l'ascendant, elle va connaître la fin, puisqu'il y a le siège de Paris. C'est assez rare, c'est quand même une bourgeoise, Berthe Morisot, une bourgeoise qui va connaître la fin physique. Et elle ne sera pas la seule d'ailleurs. Elle ne sera pas la seule, mais cette phase lunaire, quelque part, nous parle aussi de ce qui est vécu dans la société. Voilà, c'est ça, Uranus qui fait carré à Jupiter, c'est aussi représentatif un peu des canons qui bombardent Paris. Oui, je comprends bien, on parle de la commune là. Mais effectivement, le problème c'est que, c'est amusant, c'est amusant parce qu'effectivement, c'est vrai que si Berthe Morisot, s'il n'y avait que son propre thème à elle, on pourrait essayer de comprendre le monde à travers au prisme de ce thème. Non, et comme il y a des milliers de thèmes, à partir de ce moment-là, ces milliers de thèmes ne vont pas renvoyer à la même chose, c'est ça le problème. Ils ne vont pas renvoyer à la même chose vécue, bien sûr. Les planètes ne sont pas aux mêmes angles, aux mêmes axes. Bien sûr, si vous voulez faire de l'astrologie mondiale, il faut quand même rester sur l'astrologie mondiale. Peut-être que les ciels de phase lunaire progressée seront intéressants pour l'étude des pays, mais pour l'évolution de la société, c'est bien sûr plutôt avec l'astrologie mondiale qu'on peut le voir. Oui. Le ciel de phase lunaire progressée va nous donner des indications sur comment la personne va vivre cette période. Voilà. Non, mais de toute façon, votre cas est intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on est pris entre plusieurs traditions, plusieurs approches de l'astrologie. Oui. L'approche individuelle, par certains côtés, elle empiète sur l'astrologie mondiale, c'est-à-dire qu'elle prétend dire des choses sur le monde à travers le cas uniquement du thème natal. Oui. Et quand on accumule et quand on juxtapose tous les thèmes natals, on n'a pas quelque chose forcément de cohérent. Hein. Ah non, il faut... Donc il est bon d'avoir quelque chose qui soit, qui englobe, qui coiffe. Donc ce qu'on peut regretter, c'est que vous n'ayez pas, vous ne savez pas aller plus loin dans votre démarche, non seulement en proposant effectivement de coiffer des périodes relativement longues, ce qui permet d'ailleurs aux gens, et ça c'est un compliment tout frais, qui permet de... Les choses dans une vie ne se jouent pas forcément en une seule année. Ah oui. Il faut le temps que les gens puissent aller au bout d'un certain processus de toute façon. Donc ça donne du temps au temps. Oui. Mais d'un autre côté, on aurait pu imaginer que vous puissiez aussi resituer le cas individuel dans un phénomène collectif qui aurait encore en plus englobé. C'est possible dans le livre, j'en donne un exemple, il y en a 3 exemples en fait, hein, avec Gandhi, avec Churchill et avec le général de Gaulle, où ces personnes ont incarné à un moment de leur vie la gouvernance d'un pays, et quelque part, leur ciel de phase lunaire, il indique ce qui est vécu par le pays. Voilà, alors il y a c'est déjà aussi le cas, ça, c'est ce qu'on appelle le fait de prendre le dirigeant comme donnant la tonalité. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelait avant les rois. Bon, ça c'est déjà plus cohérent, effectivement, si on prend le thème d'un personnage qui a un pouvoir important, qui représente une époque. Oui, on le voit avec Churchill, notamment dans son évolution, puisqu'il est Premier ministre à partir de 40, il est dans une phase lunaire, et il va rester Premier ministre jusqu'en 45, il sera dans une deuxième phase lunaire. Et ces 2 phases lunaires, elles nous montrent bien, si vous voulez les montrer en sidéral,
Elle nous montre bien la première, la défense du pays, et la seconde qui démarre à partir de 1943, qui là est dans une ambiance d'attaque. Si vous voulez le voir, là vous avez les deux ciels de phase lunaire progressée de Churchill. Oui, donc là vous voyez un changement. Vous vous intéressez beaucoup à ces espèces de basculements. C'est très intéressant. La phase lunaire de 35 à 43 de Churchill. On voit un homme qui a Saturne tout en haut au Capricorne. Or, son Saturne au natal, il est en maison 5 au Capricorne. Donc ça nous donne une indication comme quoi cet homme-là, au cours de cette période, il va vivre dans sa profession quelque chose qu'il aime. Et ce qu'il aime, cet homme, c'est notamment diriger, organiser, être le mât, être être celui qui organise le monde quelque part. Et ce Saturne en maison 10, il dit bien ça. Et en face de ce Saturne en maison 10, dans cette phase lunaire, il y a Uranus. Il a cette opposition dans son ciel de naissance, mais elle est positionnée entre maison 5 et maison 11. Dans la phase lunaire, entre 35 et 43, cette opposition, elle se place dans l'axe maison 10, maison 4. Et ça va signifier plusieurs choses. Ça va signifier notamment qu'il y a un destin qui vient de l'étranger et qui veut entendre mettre au pas, en fait, l'Angleterre. Un étranger qui va envoyer des bombes qui tombent en maison 4 sur le sol britannique, qui explose. Uranus en maison 4, c'est aussi l'aviation qui décolle du sol pour aller s'opposer au destin. Vous voyez, on est véritablement dans l'ambiance que va connaître l'Angleterre à cette époque, savoir effectivement de la bataille d'Angleterre, mais aussi l'ensemble des combats et du renseignement, de l'ambiance du renseignement qui se voit entre maison 6 et maison 12. Dans la phase lunaire d'après, qui démarre de mars 43 jusqu'en janvier 50, il y a quelque chose de très intéressant et de très simple que tous les astrologues comprendront tout de suite s'ils le regardent un petit peu. Il y a un Mars en maison 9, au Scorpion, c'est la période de l'attaque, c'est la période où les armées britanniques, elles vont débarquer en Sicile, elles vont débarquer en Italie, elles vont débarquer en Normandie, et en face de ce Mars, il y a Pluton en maison 3, et qui nous parle d'opérations de dissimulation, de couverture, de manipulation, pour faire croire à l'ennemi que les débarquements, ils ne vont pas avoir lieu là où ils vont avoir lieu. Par exemple, quelque chose de simple, cette phase lunaire de mars 43 à janvier 50, c'est une nouvelle lune qui prend place en maison 12, et les élections pour M. Churchill en 45 vont être difficiles. Hein. Et le mystère de cette phase lunaire, c'est le Scorpion. Ce qui intéresse Churchill à cette époque, c'est la guerre en Europe, et c'est la conduite de la guerre, et c'est d'abattre son ennemi depuis plusieurs années. Voilà. Pour vous décrire simplement, si vous voulez, vous voyez... Mais là encore, une fois, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'effectivement, on a l'impression de comprendre le monde à travers le thème de M. Churchill. Il se trouve que M. Churchill, à cette époque-là, il est chef de l'Angleterre. Oui, donc, mais c'est l'Angleterre, c'est pas non plus le monde complètement. Mais non, mais le ciel de phase lunaire progressée nous indique la façon dont il voit le monde, oui. lui. Oui, enfin, ça correspond à une certaine réalité objective, malgré tout. Ce qu'il envoie. Oui. Pour donner un autre exemple. Imaginons si il faudrait comparer le thème de Staline, de Hitler, de De Gaulle à cette époque-là, pour voir si effectivement on a la même tonalité ou pas du tout. Le thème de Et puis aussi les dates qui ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Les dates ont changé. Bien sûr. Le thème ne sera pas au même moment. Les êtres humains ne vivent pas les événements de la même façon, ni au même rythme. Oui, mais enfin, malgré tout, il y a aussi des choses qu'on vit collectivement et comment. Il y a des choses notamment ce que vous évoquez. Collectivement. La fin en 70, la guerre en Angleterre, c'est pas un phénomène individuel. Non. Pour aller un peu plus dans le détail, par exemple, il y a le carré entre Pluton et Uranus déjà à cette époque, et ça montre aussi le rapport au renseignement. Churchill a eu très tôt la possibilité de décrypter Enigma, qui est venu de l'étranger. Bon, on l'a su après tout ça, mais c'est Uranus qui lui apporte ça, des mathématiques liées à l'étranger, qui lui permettent de décoder les opérations
ennemi. Car Pluton, il ne l'a pas dit, il l'a caché cet élément. Et il a bien fait, puisque sinon il aurait perdu cet avantage. Mais on peut aller aussi dans le détail d'un ciel de phase lunaire progressée pour analyser une période. C'est vrai que De Gaulle le vit différemment. Il se trouve que De Gaulle et Churchill, leur phase lunaire, vous étudiez les deux, je crois. sont à décaler de 3 ans. De Gaulle vit une nouvelle lune à partir de mai 40. Donc lui, il vit un dernier quart de lune de 32 à... je crois de 32 à 40, ou de 33 à 40. Donc ils le vivent différemment puisqu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais c'est intéressant aussi de suivre l'évolution politique et militaire de Charles de Gaulle à travers ses phases lunaires, même ça. Et là, vous avez vu aussi des changements significatifs. Eh bien oui, par exemple, le 7 ans en 7 ans. Le changement principal pour Charles de Gaulle dans les périodes 32 à 40, c'est notamment Mars, qui dans la phase lunaire de 33 à 40 se trouve à l'ascendant. C'est un combat personnel qu'il mène contre Saturne, celui qui est en face de lui, déjà à l'époque, le maréchal Pétain, qui à l'époque tient la doctrine militaire et que Charles de Gaulle veut faire évoluer par le mouvement, c'est-à-dire par les chars notamment, les chars, l'aviation. Et ce Mars, il est à l'ascendant dans sa phase lunaire progressée, dans son ciel de phase lunaire progressée. Il signifie donc un combat personnel. Dans la phase lunaire qui démarre en mai 40, le Mars, il est en maison 10. Ça devient un combat collectif qui s'oppose à Saturne en maison 4, au vieil homme qui reste dans le pays. Voilà. Et ce Mars, il est au Verseau et il représente bien un chef du pays associé à la liberté. On retrouve l'expression le chef de la France libre, par exemple, à travers... Pour bien faire comprendre le démarrage de la... Pour bien faire comprendre nos auditeurs, le démarrage de nouvelle phase. Alors, le calendrier de Gaulle n'est pas le calendrier de Churchill au niveau des... Donc, les années ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Les périodes de 7 ans ne coïncident pas les unes par rapport aux autres. Ne coïncident pas les unes par rapport aux autres. On n'étudie pas là les phases lunaires à travers les transits. On étudie là les phases lunaires qui suivent la période de la naissance et qui sont variables pour chaque être humain. Parce qu'en revanche, monsieur Garçon, en revanche, on aurait pu... les phases lunaires, elles ont aussi une réalité objective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans... la Lune est à tel endroit et le Soleil à tel endroit au niveau mondial, au niveau sidéral même. Donc il y a aussi une réalité en soi de la phase lunaire, en dehors de la question du thème natal. Ça s'étudie pour l'astrologie mondiale, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie mondiale, nationale, régionale. Effectivement, les phases lunaires ont leur signification. La technique des ciels de phase lunaire progressée se base sur les mêmes phases lunaires, mais celles qui ont lieu après la naissance. Alors, donc vous utilisez les phases lunaires progressées, vous intervenez compte aussi des transits. Bien sûr. C'est ça, donc les transits dans le ciel de naissance, pas dans les ciels de phase lunaire, de même les directions secondaires dans le ciel de naissance, pas dans les ciels de phase lunaire. Dans les ciels de phase lunaire, vous ne regardez pas les positions planétaires du moment. On les regarde simplement par rapport aux maisons, par rapport aux aspects qui se font entre elles, mais pas par rapport aux directions. Donc vous pouvez très bien faire une étude du thème par les transits, mais pas par les phases lunaires, ou inversement. Vous faites les deux parallèlement. Moi, j'utilise les deux parce que je me suis rendu compte... Non, ça devient compliqué parce qu'effectivement, d'un côté, vous allez étudier les transits qui vont vous donner certaines informations, de l'autre côté, vous allez avoir les phases lunaires qui vont vous donner d'autres repères. Oui, mais... Parce que les dates de changement de phase lunaire ne correspondent pas forcément à des transits majeurs au niveau des planètes. Bien sûr, mais quand on utilise ces techniques, on se rend compte que avec ce ciel de phase lunaire progressée, on a la période de 7 ans et demi qui est résumée. Alors, effectivement, ça simplifie le travail. Là, le transit, il ne devient pas accessoire, je ne dis pas ça, mais quelque part, ça devient un élément qui va s'incorporer d'une façon ou d'une autre. Les transits, il y en a beaucoup, alors ça fait désordre. Bon, donc, les transits, on utilise surtout ceux des planètes lentes, quoi. On va pas... Déjà, Jupiter, il en fait beaucoup trop, quoi. Donc,
ça simplifie le travail de l'astrologue. Oui. C'est ça. Justement, à propos de simplification, vous savez qu'en astrologie védique, notamment parce que vous avez dit que vous n'étiez pas dans l'astrologie védique, on ne se sert pas des planètes transsaturniennes normalement. Oui. Et les planètes transsaturniennes, elles apportent des éléments, mais elles sont aussi un élément de confusion, puisqu'elles introduisent des facteurs supplémentaires, et en plus, elles ne permettent pas des récurrences, des combinatoires récurrentes, fréquentes. Il y a plus facilement une conjonction Mars-Jupiter qu'une conjonction Pluton-Saturne. Ah oui. Donc c'est pas du tout le même genre d'outil prévisionnel. Et ça donne pas du tout le même genre de chronologie et même genre de durée de... Bon, alors vous, avec vos systèmes à 7, vous limitez les dégâts, parce que finalement, on reste dans des temps, dans des durées raisonnables. Mais imaginons quelqu'un qui travaille surtout sur Pluton ou sur Neptune, avant que quelque chose ne revienne du même ordre, on n'a pas fini. Hein. Oui, là on touche à plusieurs choses. Je pense que les 7 rapides sont particulièrement en rapport avec l'être humain à travers les centres énergétiques, notamment de l'être humain, hein, qui est assez peu étudié en astrologie, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un lien au ciel et qui nous touche directement dans notre corps physique. Les planètes dites rapides jusqu'à Saturne donc symbolisent à la fois la matière du corps, Saturne les os, mais Saturne il symbolise par exemple le premier chakra. C'est les racines de l'être, c'est son lien à la terre. Donc il est très important quand même d'étudier bien sûr avec ces 7 rapides qui ont chacune un rapport quelque part précis avec le corps humain. Les transsaturniennes, je trouve que leur message est intéressant quand même. Bon, Pluton... On ne les connaissait pas dans l'Antiquité, cher monsieur Garçon. On les connaissait donc pas. On se demande comment les astrologues d'il y a encore 2 ou 3 siècles travaillaient, et comment ils pouvaient arriver à des résultats alors qu'ils ne connaissaient pas ni Uranus, ni Neptune, ni Pluton, ni... On ne les connaissait pas dans l'Antiquité, mais dans l'Antiquité, pour prendre un exemple concret du monde actuellement lié à la psychothérapie, à la psychanalyse... Parce que vous travaillez sur Jung aussi. Ça a démarré dans les années, on va dire, 10, 20, 30. Oui. Hein, ça se lève avec Pluton, hein, qui est un symbole quand même de ce travail-là. Et c'est pas pour rien, je trouve, que cette planète arrive au moment où grandit ses possibilités d'analyse de soi-même, d'accueil de soi. Et je trouve que c'est quand même important de prendre ce message-là. D'autre part, Pluton, il est découvert au moment d'un des plus grands meurtres, du meurtre industriel, il représente ça aussi. Hein. Le Shoah, il en est bien le symbole. Il est le symbole également, avec ça, de l'essor de la chimie, hein, qui est invisible, mais qui rapporte des sommes monstrueuses. C'est Pluton. Oui, oui. Donc, il est bien, et tout ça, ça n'existait pas non plus oui. À l'Antiquité. Donc vous pensez que l'astrologie doit... vous savez, on pourrait aussi... moi, vous touchez à un sujet sensible, effectivement, parce que moi je suis plutôt hostile aux planètes transsaturniennes, justement. Je crois qu'effectivement, je connais bien ce genre d'argument, évidemment, vous imaginez bien. Il est souvent avancé, mais ça renvoie à un autre sujet qui est un peu du même ordre. C'est par exemple des gens qui vous disent qu'actuellement c'est la fin du monde, par exemple, juste comme ça. Cette façon d'utiliser l'astrologie pour rendre compte des problématiques modernes, ou de l'imaginaire moderne, effectivement. Voilà. Alors, moi, personnellement, je pense que l'astrologie a plutôt une vocation inverse. L'astrologie nous parle des choses qui reviennent. Et justement, votre travail sur les 7 années, c'est un travail qui est fondamental, voyez-vous, c'est-à-dire qu'on revient... Alors, l'astrologie, elle n'a que faire de ces problèmes, de savoir si la psychanalyse est arrivée à telle époque. Bon, parce qu'après tout, il se passe tout genre de choses, et puis l'astrologie, elle est capable d'intégrer tout ça. On peut intégrer des nouveaux éléments c'est comme le langage intègre, la langue française n'a pas changé fondamentalement depuis 300-400 ans. Donc,
L'astrologie n'est pas obligée de trouver de nouveaux concepts, elle n'a qu'à réutiliser ou à actualiser les concepts qu'elle a déjà. Et puis des guerres, il y en a toujours eu, et puis des conquêtes, il y en a toujours eu, les humains n'ont pas forcément fondamentalement changé, etc. Et puis alors, moi j'entends souvent aujourd'hui l'exagération de certains astrologues sur ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a telle configuration, parce que Pluton est entré en Capricorne, parce que ceci, parce que cela. Et là, on dérive, là, on dévie, parce que on va, sous prétexte qu'on veut que ces planètes décrivent la situation actuelle, puisqu'elles sont là dans le ciel, ça veut dire que cette situation est remarquable, puisque quelque part le ciel est quand même remarquable, etc. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux qui va amener l'astrologue dans le mur et qui va lui faire dire des choses disproportionnées, où il va accorder à ce qu'on ressent aujourd'hui, là, en même temps maintenant, là, il va y voir le début d'une nouvelle ère ou la fin d'un monde, etc. On va très rapidement basculer dans des trucs exorbitants. Et je pense qu'il faut trouver l'équilibre dans tout ce que vous dites. Il faut garder les pieds sur terre. Il faut quand même aussi regarder un peu ce qui se passe dans le ciel aussi. Oui. C'est bien le ciel qui nous parle. Oui, mais il y a le ciel et puis ce qui se passe dans le monde. Quand vous parlez de changement, vous parlez d'un changement dans le monde. Maintenant, dans le ciel, à propos, d'abord, ces planètes, on les connaissait, elles étaient déjà là, malgré tout, quelque part. Oui. Hein. Bon. Enfin, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis que la périodicité de ces planètes, que vous appelez nouvelles planètes ou planètes lentes, ce qui est relatif, parce que Saturne est déjà une planète lente, d'une certaine manière. La périodicité de ces nouvelles planètes, les combiner, surtout si en plus vous les combinez. Alors déjà, Pluton met 20 ans pour passer d'un signe à l'autre. Bon, alors, voyez-vous, c'est un peu dommage, parce que, fin de compte, vous avez des idées intéressantes, avec une théorie qui est très ancienne, parce que finalement la théorie de la lunaison est très ancienne, et puis alors elle se marie, elle se combine avec d'autres idées très nouvelles, d'une astrologie contemporaine qui... Mais je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer les astrologies. Dans le cercle astrologique, il y a 12 maisons, il y a 12 signes. Si vous mettez Uranus dans chacun de ces 12 signes et de ces 12 maisons, vous obtenez déjà un certain nombre de combinaisons possibles et donc d'astrologues possibles. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs milliers de types d'astrologues. Ouais. Voilà. Donc je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir confronter les points de vue et les synthétiser. C'est pas tellement, je dirais, plutôt que de sortir le sabre du fourreau, je pense qu'il est plus important de poser l'épée sur la table astrologique, et de pouvoir confronter les idées par rapport à ce qui est... Ou les faire se côtoyer. Voilà, ou les faire se côtoyer. Oui, enfin bon. C'est ça l'intéressant. Mais ça, c'est une psychologie aussi particulière. Ça, je trouve que le message, je prends quand même le message de Pluton, de Neptune et d'Uranus, parce que je trouve qu'il peut être intéressant. J'ai eu dernièrement un ciel où une personne, elle a une planète rapide en rapport avec Pluton. Bon, ben, ça me disait que ce qui est du domaine de cette planète, elle avait un petit travail aussi à faire en rapport avec son analyse à elle, en rapport avec une psychothérapie. Alors, monsieur Garçon, je vais quand même vous faire une objection, parce que, en fin de compte, les changements de phase tous les 7 ans, qu'Uranus soit là ou pas, c'est déjà une valeur uranienne. Parce que c'est un changement. C'est un changement. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui me paraît une contradiction, parce qu'effectivement, tout le processus cyclique inclut une forme de changement. Le changement de phase est un changement. Qu'on ait Uranus ou pas, la valeur uranienne de changement, elle a toujours existé en astrologie. La phase lunaire, 7, c'est déjà un chiffre d'Uranus. Hein, voilà. 7 x 12, ça fait 84. Voilà, donc voyez-vous, il n'y a pas besoin d'inventer. Uranus peut très bien représenter. A contrario, Uranus, dans la maison 4 de Churchill, dans la période de 35 à 43, je veux dire, ça nous parle quand même. Oui, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui pourraient expliquer ça aussi. Alors, on retombe dans un autre problème, monsieur Garçon, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de cas, il y a plusieurs clés, il y a plusieurs grilles possibles. Et on peut expliquer un événement X par
d'autres facteurs que cela, comme la fameuse histoire de 1989. Comment bon, là on est en stratégie mondiale, mais je veux dire, on dit c'est à cause de tel cycle. Bon, mais il y a dans le, on dit qu'il y a dans le ciel, il faut regarder le ciel, mais dans le ciel il y a beaucoup de choses dans le ciel. Sûr. Et quel est le facteur qui explique l'événement? Ouais. Ça peut être ceci, ça peut être cela. Pour l'instant, je ne parle pas d'astrologie mondiale, hein, si vous voulez, avec ces techniques, hormis à travers les dirigeants dans leur ciel de phase lunaire. Oui, je n'ai pas encore utilisé les ciels de phase lunaire pour analyser le ciel de la France, de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Non, il y en a qui le font, oui. Peut-être, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, à travers le ciel des dirigeants, c'est certain que c'est intéressant. Mais enfin non plus, excusez-moi de vous le dire, on n'est pas obligé de faire des thèmes. On n'est pas obligé, même pour la France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le problème du thème de tel et tel pays. Vous voyez bien qu'on vit des choses actuellement à l'échelle planétaire, et pas au niveau de... Le problème de la France, c'est pas réduit à la France. Bien sûr. Donc c'est pas le thème de la France qui va tout expliquer non plus. Non. Il faut aussi des facteurs qui soient des configurations qui ne sont pas forcément liées à un moment de naissance. Moi je trouvais très intéressant le carré quand même de Pluton-Uranus en zodiaque sidéral. Hein. Uranus se trouve au Poisson, donc les explosions dans la mer, et Pluton au Sagittaire, les transformations des partis politiques, notamment par rapport au nucléaire. Hein. Oui. Et c'est quand même, c'est quand même intéressant. Et même la chimie, hein, je pense que les explosions médiatiques, cette fois, qui créent des émotions importantes et qui amèneront des transformations aussi des partis par rapport à la chimie. Bon, on le voit avec quelques affaires en France, mais je pense que des choses bougeront aussi Alors, de ce côté. on va aborder d'autres questions.